Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hassan Fadli, qui est triathlète et qui porte le projet 5 Ironmans pour vaincre Alzheimer. Hassan, bienvenue sur le Hopcast. Bonjour Thomas, merci pour l'invitation. Ouais, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Et puis dans cet épisode, donc, on va échanger autour de ton grand projet, autour de la maladie d'Alzheimer et aussi voir le rôle du sport santé ou de l'activité physique de manière plus générale dans la prévention et le traitement peut-être de cette maladie. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduit à porter ce projet? C'est parti d'un contexte familial. Mon papa, qui était atteint de la maladie, m'a suggéré un jour de faire quelque chose pour la cause Alzheimer. Donc il l'a évoqué avec tellement de logique, tellement de sens, que ça m'a interpellé au point de réfléchir comment je vais répondre à sa demande. Et le lendemain, les choses se sont présentées naturellement, de porter une association, de lancer une activité associative autour de la cause Alzheimer. Donc sensibiliser sur cette maladie, déstigmatiser les tabous existants dans la société. Et on arrivera aux différents moyens pour y arriver, mais en fait, c'est parti de mon papa. Voilà. Et du coup, si tu peux nous dire un peu plus, ton papa, il était diagnostiqué vers quel âge et comment ça s'est manifesté un peu chez lui, si tu as envie d'en parler. Mais oui, vu que je pense que c'est ce qui te motive. Mon papa a été diagnostiqué à l'âge de 78 ans et on pense que la maladie a déjà bien progressé 3-4 ans avant, sachant que cette maladie, en fait, démarre à l'âge jeune adulte. Ça démarre 20 ou 25 ans avant les premiers symptômes. C'est ce que le docteur Roux nous a présenté. Et pour mon papa, on avait des indicateurs qui étaient clairs sur un déclin cognitif. Donc perte de mémoire, c'est un des indicateurs, mais aussi tout un tas de troubles cognitifs, donc de compréhension, aussi de perte de repères, perte des oublis. Et voilà, on est parti diagnostiquer, puis le diagnostic était posé assez rapidement avec des tests cognitifs qui amènent effectivement à poser la présence de cette maladie. Et puis quand on nous a dit que mon papa vivrait un déclin cognitif et que les choses vont se dégrader progressivement, on n'y croyait pas au départ, parce qu'on a l'image de notre père qui est assez structuré, qui est assez méthodique, qui est rigoureux, qui a un côté aussi prévoyant sur son quotidien et sur son environnement. Et en fait, les médecins avaient bien raison, c'est qu'après 3-4 ans, on a vu qu'il perdait vraiment en capacité cognitive et puis il perdait beaucoup en indépendance, donc il devenait de plus en plus dépendant. Ouais. Et du coup, ce projet, qu'est-ce que ça représente? Enfin, pas qu'est-ce que ça représente, en quoi ça consiste plutôt? Exactement. Donc le projet consiste à sensibiliser, la mission principale, c'est de sensibiliser le grand public à la cause Alzheimer. Donc expliquer la maladie et le moyen qu'on a trouvé avec mon beau-frère, avec qui j'ai discuté en premier, quasiment après ma maman, de comment sensibiliser le mieux sur une cause qui est une maladie grave, qui est aussi incurable, qui est aussi... c'est une maladie aussi qui est dégénératrice. Donc plus on avance dans le temps, plus la maladie s'installe. Et puis la première réaction, vu qu'il est cinéaste, c'est des images. Les images, c'est le meilleur moyen pour sensibiliser le public. Et puis voilà, l'idée est partie de là, de réaliser un film documentaire. Donc la résultante de ce projet, le mieux pour sensibiliser, c'est de tourner un film documentaire à travers ces courses en Europe. Et qu'est-ce que ça représente un Ironman pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est? Un Ironman, c'est un triathlon de longue distance composé de 3 activités physiques, 3 sports successivement. Donc la première activité, c'est la nage en eau libre, donc lac ou mer, donc une distance de 3,8 km. Ensuite, une partie vélo de 180 km. Ensuite, une partie running avec la distance marathon de 42 km. Donc, de belles performances. Ouais, une belle performance. Alors, je sais pas pourquoi ce chiffre de courir
5 Ironman. En tout cas, pourquoi l'Ironman, c'était mon moyen à moi. Alors, ça aurait Ouais. pu être la peinture ou la musique, Mhm. mais mon moyen à moi, c'est le sport. Et c'est devenu le vecteur de message pour sensibiliser le grand public, un vecteur de message très beau, très noble, et un langage universel que représente le sport. Et je pense que je voulais faire des Ironman dans ma vie, Ok. mais je pense que je voulais saisir l'opportunité d'en faire un Ouais. pour une cause ou pour une raison spécifique. Et l'Ironman s'est présenté naturellement, en fait, parce que l'Ironman aussi, ouais, ça représente la résilience, l'endurance, l'abnégation, l'hygiène de vie, la préparation. Ça représente vraiment l'activité physique ou le sport qui nécessite le plus de préparation physique et mentale. Et je pense que ça sonnait assez bien avec le contexte de la maladie et le message qu'on souhaite passer dans ce projet. Et pourquoi 5? Alors je pense que c'est 5 doigts d'une main. Ouais. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense que ce projet m'a nourri d'une manière où en fait il est venu naturellement pour répondre à la demande de mon père, qui est passé d'une phase de déni à une phase d'acceptation de la maladie. Et dans cette phase d'acceptation de la maladie, il a suggéré de faire quelque chose pour le bien commun que nous sommes. Et il me l'a dit avec tellement de sérieux et tellement de logique que le lendemain, effectivement, je suis parti courir pour trouver une solution à une question. Il n'y a pas mieux que l'activité physique. Donc le sport en forêt, le running en forêt en fait partie, et c'était le cas. Et puis je suis rentré le soir et j'avais en tête de courir 5 Ironman. Et le film documentaire est venu se greffer tout de suite derrière. Donc à travers ces courses, donc courir, c'est notre moyen aussi pour faire parler du projet, pour faire parler de la maladie. Et à travers ces courses, dans 5 pays européens, on tourne le film documentaire. Donc on va à la rencontre des acteurs de la maladie, les soignants, les chercheurs, les accompagnants, les centres de soins. On rencontre les universitaires, on rencontre les associations locales. Et tous ces acteurs, et puis en fait, on fait une enquête. Voilà, une enquête, on fait un état des lieux avec ce documentaire de la maladie d'Alzheimer, de la prise en soins et aussi de toutes les solutions, parce qu'il existe beaucoup de solutions. Et un des objectifs, c'est aussi de partager mon expérience. Si on avait su certaines choses, on aurait peut-être géré la maladie autrement. Et le documentaire est prévu de sortir en fin d'année ou bien quand tu auras fini les Ironman? Q2 2025. Ouais. Ok, ouais, tourne le temps encore, de montage. Ouais. Le dernier Ironman, il est Le dernier, c'est le 6 octobre. Ok, ouais. Donc à date, on a fait 3 Ironman. On a commencé à la maison, donc à Thun, en Suisse. Ensuite, on est parti courir à Cascais au Portugal. On a couru il y a un mois à Nice, en France. Donc c'est pour ça que j'ai un peu les reliques des courses. Et donc le prochain, c'est la Suède dans un mois, à Calmar. Et le dernier, effectivement, Barcelone, le 6 octobre, en Espagne. Toujours avec la casquette porte-bonheur. Toujours avec la casquette porte-bonheur, c'est celle de mon papa qui me suit dans mes entraînements et dans mes courses. Et ouais, c'est le super power pendant les moments où on raplapla des courses. C'est bien, c'est bien. Il y a une chose par rapport à ce que tu as dit, et à une autre échelle peut-être pour les personnes qui nous écoutent, des fois quand on n'a pas les idées au clair, ou quand on travaille longtemps sur la même chose et tout, puis on n'arrive pas à aligner les idées, des fois d'aller simplement aller marcher une trentaine de minutes ou plus ou moins, et déjà des fois il y a tout qui se réaligne, et puis c'est là qu'on voit déjà un des effets de l'activité physique. Absolument. Et, voilà, Absolument. Et pour aller plus loin, parfois j'ai des moments de fatigue. Et paradoxalement, le fait de mettre des baskets et de courir 20 minutes à faible intensité, vraiment footing, relax et cool, ou marcher vite, c'est un peu l'équivalent, eh bien, on se débarrasse de la fatigue. C'est paradoxal, mais ça m'arrive assez régulièrement, parce que le corps, il est fait pour bouger. Et quand le corps ne bouge plus, eh ben, il s'use. Ah, tu prêches un convaincu ici, mais ça fait plaisir d'entendre notre bouche. Top. Et puis, est-ce que vous menez du coup d'autres actions en parallèle de ces courses? Alors, tu as parlé du documentaire, est-ce qu'il y a encore d'autres actions que vous menez? Ouais, donc la première mission, effectivement, c'est de sensibiliser via ce film documentaire. Et à travers ces courses et à travers tous les tournages, donc on a environ une quarantaine de tournages pendant ces 5 courses,
eh bien, on va à la rencontre aussi des associations locales, des communes, des villes, et puis on organise des conférences, donc des projections de conférences. Donc on invite les acteurs locaux, associatifs, le corps médical, les accompagnants, les soignants. Et ce qu'on a fait à Nice, par exemple, on a fait une projection conférence. On a projeté une version 18 minutes du film, c'est un aperçu du résultat final en 2025. Et ensuite, on organise un tour de table avec les acteurs locaux pour expliquer, pour raconter un petit peu les solutions, les progrès de la science et l'état de l'art, j'ai envie de dire, de la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les solutions locales avec les associations locales qui viennent expliquer aux uns et aux autres que oui, il y a des solutions localement et venez nous voir et on vous présente ce qu'on peut vous offrir. À vous, les aidants, parce que les aidants souffrent beaucoup de cette maladie, et aussi également les personnes qui vivent avec la maladie. Et tu me disais au téléphone, quand on a discuté de cet épisode, c'est que vous allez beaucoup sensibiliser aussi les jeunes, vu que tu as dit que ça commençait les premiers... Enfin, on est déjà porteur assez tôt dans la vie, donc vous allez sensibiliser ces jeunes. C'est une discussion que j'ai eue avec la marraine du projet, qui s'appelle Madame Birgitta Martensson, qui était l'ex-CEO d'Alzheimer Suisse. Et un jour, on prenait le thé ensemble, puis elle m'a dit la prévention, il faut faire de la prévention, mais la prévention, il faut la faire auprès des jeunes, avant que la maladie se déclenche. On évoquait juste avant que la maladie se déclenche 15 ans, 20 ans avant les premiers symptômes, donc à l'âge, grosso modo, jeune adulte, souvent avant 40 ans. Et Birgitta m'a dit allons voir les jeunes, et j'ai trouvé l'idée très pertinente. Ça a du sens d'aller voir les personnes concernées avant potentiellement le déclenchement de la maladie. Et on a commencé au lycée international à Cascais au Portugal. On a donné 2 conférences à des jeunes de 12, 13, 14 ans, puis d'autres classes de 15, 16, 17 ans. Et ça s'est extrêmement bien passé. Très enthousiastes. Ils étaient curieux. Bon, on parle beaucoup de sport, on parle un peu d'Ironman. Donc là, ils ont les yeux ouverts. Ils sont à 200% quand ils voient l'activité, le fait de nager en eau libre dans l'océan. Voilà, ça attire le regard et l'attention. Et ensuite, on parle du cognitif. Qu'est-ce que le cognitif? On commence à rentrer un peu plus dans la maladie. Et on a eu un écho tellement positif qu'on a renouvelé l'expérience ici, dans la région lausannoise, dans la région de Genève aussi, et on a prévu une 20aine de conférences dans les écoles, gymnases d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est bien parce qu'en plus les jeunes sont très sédentaires de nos jours et du coup, même plus que simplement la maladie d'Alzheimer, il y a aussi toutes les autres pathologies et ils sont de plus en plus à risque du fait qu'ils sont très sédentaires. Donc du coup, de les sensibiliser par le vecteur de la maladie d'Alzheimer et le vecteur sport, activité physique et tout, je trouve que c'est vraiment une belle action, quoi. Pas que pour la maladie d'Alzheimer du coup, c'est bien. Ouais. Du coup, quel message justement tu as envie de transmettre au public concernant du coup cette maladie de la maladie d'Alzheimer et comment tu vois l'importance du mouvement en général par rapport à cette maladie? Dans les rencontres qu'on a pu mener, les interviews qu'on a pu mener en commençant par la Suisse, au CHUV, au Centre de la Mémoire, on a rencontré Dr Olivier Rouault qui nous a évoqué un chiffre. 40% des cas d'Alzheimer peuvent être évités grâce à la prévention. Donc il y a des moyens de prévention et le premier message qu'on diffuse dans ces conférences, dans le documentaire via cette enquête qu'on mène avec les acteurs de la maladie, eh bien c'est le message de prévention. Donc ça rentre dans une main, encore une fois, donc c'est 5 actes de prévention. C'est Dr Kivi Pelto, qui a beaucoup publié sur les moyens de prévention de ces maladies neurodégénératives, qu'on aura la chance d'interviewer en Suède très prochainement, dans le cadre du film documentaire. Et puis elle a beaucoup documenté les 5 facteurs de risque, donc les 5 actes de prévention pour minimiser les risques de déclencher la maladie. Donc le premier, c'est l'activité physique. Le corps est fait pour bouger. Nos grands-parents faisaient peut-être 10-15 km par jour et travaillaient toute la journée. Donc le corps génétiquement a évolué de fait qu'il a besoin de bouger et quand il ne bouge plus, il s'use, il s'abîme. Donc l'activité physique. Ensuite, il y a l'activité sociale, donc rester en communauté,
garder les interactions sociales le plus possible. Le troisième point, donc c'est tout ce qui est hors sédentarité. On parlait de sédentarité juste avant, donc la sédentarité, c'est un facteur de risque important. Le troisième point, c'est la santé cardiaque, parce que c'est comme le cœur qui irrigue le cerveau. Le quatrième, on le retrouve un peu dans toutes les maladies chroniques, c'est la nutrition. Hein, on est ce qu'on mange. Et puis le dernier, c'est l'activité, la nutrition, l'activité physique. Le sommeil, est-ce que c'est possible, ou le tabagisme? Alors, l'activité physique, l'activité sociale, l'activité cognitive, le cœur et la nutrition. Voilà, donc j'avais cité 5. Plein de choses qui... faut les souvenir, mais en gros, si on veut résumer, c'est le mode de vie en général. Le mode de vie. Plus on l'optimise dans tous ces aspects-là, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé sommeil, mais peut-être ça n'a pas un impact direct, mais en tout cas, ça fait partie de la récupération du corps. Absolument. Donc aussi un paramètre important, tout ce qui est gestion aussi du stress, de l'anxiété. Aussi, ça peut avoir des impacts après... Peut-être pas direct, mais oui, absolument. peut-être. Absolument. On a rencontré à l'Université Côte d'Azur, on a rencontré professeur Oriane Gros, qui travaille beaucoup sur les facteurs de risque et les prises en soins, notamment via l'orthophonie. Et elle nous a beaucoup parlé justement de tous ces autres facteurs secondaires qui viennent apporter plus de risques au déclenchement de la maladie. Et paradoxalement, cette maladie, on n'a jamais autant avancé dans la compréhension de la maladie, mais on est encore très loin de comprendre les mécanismes qui déclenchent cette maladie. La pathologie, comment le dérèglement de la protéine Tau et puis des plaques amyloïdes, c'est très bien documenté, mais le déclenchement de la maladie est mal documenté. Et dans ce documentaire, dans cette enquête qu'on mène en interviewant les acteurs de la maladie, on zoome beaucoup donc, sur la prévention. Donc, la prévention, sensibilisation, c'est montrer, expliquer aux gens un côté pédagogique, expliquer ce que c'est que la maladie. Je me voyais encore il y a 3 ans distribuer des flyers dans les marchés pour faire parler du projet au marché de Lausanne. Et parfois, il y a tellement de stigmas que marquer Alzheimer sur un flyer, il y a des gens qui ne voulaient pas prendre de flyer parce qu'ils avaient peur de choper la maladie. Parce que la maladie, elle fait peur, elle fait peur parce qu'il y a un manque de connaissances. Voilà. Donc, la mission première, c'est une mission pédagogique d'expliquer via les experts, en leur donnant la parole, en leur donnant un espace dans ce documentaire d'expliquer la maladie. Donc, quand on la comprend, bien, on est plus à même après d'activité des mesures de prévention. Et est-ce qu'il y a une part d'études aussi scientifiques qui se fait? Ouais, alors c'est la 3e mission, après effectivement sensibilisation, prévention, donc le film documentaire et puis les conférences. Il y a une 3e mission. Je te pose la question, en fait je savais. Mais scientifique, toute récente, et on a la chance de pouvoir le partager avec toi. Aujourd'hui, c'est une étude scientifique médicale. Donc, on va investiguer, on va observer les bienfaits du sport endurant sur la santé cérébrale. On a démarré cette étude avec quelques acteurs de la medtech locale sur le bassin vaudois et avec le CHUV. Donc, on a fait des tests physiologiques, on a fait des tests du microbiote, on a fait des tests à venir du cerveau, on a fait des tests génétiques, épigénétiques aussi avec Genomie. Et on va cartographier, on va monitorer dans cette phase 1 chez moi et le responsable de ce projet d'ailleurs, qui est Thomas Rousse, qui est un de mes coachs. On va monitorer tous ces paramètres et voir les bienfaits sur la santé cérébrale pour des personnes ou pas à risque de déclencher une maladie avec les antécédents familiaux. Et la phase 2, l'an prochain, on aura deux personnes supplémentaires, voire 4 personnes supplémentaires l'an prochain qui vont venir aussi dans cette étude. Et l'idée de cette étude, c'est de suivre à travers tous ces entraînements, cette préparation aux courses, la réaction du métabolisme, les bienfaits du sport endurant sur la santé cérébrale, avec en vue de publier, de publier une publication sur cette étude et de faire grandir l'étude. Donc c'est une chance d'avoir cette mission en plus des missions qu'on citait juste avant. Effectivement, ouais. Puis ça me fait penser, est-ce que là tu as parlé sport endurant, est-ce que dans ta pratique déjà sportive, est-ce que tu rajoutes du renforcement musculaire pour te préparer? Ouais, alors on a
démarré tardivement. J'ai la chance d'être accompagné par, j'ai mentionné Thomas Rousse, qui est un coach, c'est un ex-professionnel triathlète. Et j'ai mon coach de triathlon, Mathieu de Belgique, qui me coach sur la pratique du triathlon. Et pour la prépa physique, mentale et nutrition, je suis suivi par le centre En Mouvement à Lausanne, qui est un super centre pluridisciplinaire. Et j'ai démarré un peu tardivement le renforcement musculaire, que j'ai démarré il y a 3 mois. Et je suis suivi par le centre En Mouvement. Donc le renfort musculaire est quand même important pour une pratique sportive qui est quand même, qui est assez, on va dire, elle est intense dans l'endurance, dans la longueur. Donc le renfort musculaire est hyper essentiel. Et tout comme la prépa psychologique, donc là c'est Véronique Lugrin du Centre En Mouvement qui m'accompagne là-dessus, parce qu'il y a quand même des effets yo-yo à maîtriser, à contrôler. Puis tu es seul avec toi-même aussi. Et tu es seul, ouais. Alors, seul avec toi-même, c'est marrant que tu dis ça. La première réaction que j'ai eue après la course à Thun, Interlaken l'an passé, c'était ce duel qu'on a transformé en duo. Parce qu'en fait, on est dans une course seule. Il y a beaucoup de monde, on est nombreux. Mais on est avec, c'est un duel, voilà, c'est un duel avec soi-même qu'on doit transformer en duo pour arriver vraiment à passer la ligne d'arrivée. Puis pas avoir ce dialogue intérieur, j'ai envie d'arrêter, non, il faut continuer. Donc c'est mieux de voir en duo, comme ça c'est trouver un compromis, un consensus. Et après, on a tout un tas d'interrogations dans ces moments. C'est vrai que dans la durée, à Thun, c'était une épreuve particulière. Il faisait très très chaud, c'était canicule, 37 degrés. Je crois qu'il y a eu la moitié d'abandon dans cette course. Et puis moi c'était ma première expérience d'Ironman en pleine canicule. La prépa, elle était au point, mais il y avait ce manque d'expérience. On a beaucoup appris depuis. Et puis c'est vrai qu'au 17e kilomètre au running, pourtant le running c'est vraiment mon dada avec la natation, eh bien j'ai complètement... je sentais plus mes jambes et j'étais vraiment à plat, quoi. Donc là, ça c'est la dernière phase. C'est après la natation, le vélo et après c'est la course. La course à pied. Avec la course. Et puis à Thun, c'était un bel exercice. D'ailleurs, on le voit sur les images. Je peux vous inviter à aller sur le site 5ironman beatalzheimer.com. On a mis des capsules vidéo sur tous nos interviews auprès des acteurs. Et aussi, on met le résumé de chacune des courses. Et puis on voit sur Thun qu'au 17e kilomètre, j'étais vraiment rappelé. Dans le dur. Dans le dur. Après, voilà, faut oxygéner son cerveau, faut cohabiter faut faire cohabiter ce duel en duo, faut le transformer en duo et marcher un coup, boire un coup et reprendre un peu des forces et ensuite l'énergie est revenue pour repartir, arriver aux 42 km. Et juste pour ma curiosité, le fait que tu fais maintenant peut-être 1-2 séances de renforcement, c'est juste ou bien tu fais quoi, une par semaine? Alors j'en fais 3, principalement 3 ou 4, c'est du gainage parce que c'est hyper important le gainage. Dans cette pratique, donc j'en fais 3 à 4 par semaine, c'est vraiment le matin, 15 minutes, un programme qui est simple et j'ai vu la différence. En l'espace d'un mois, j'ai vu une grande différence. Et ensuite, la partie renfort musculaire, je le fais à la salle avec mon coach Jean, et ça on fait 2 fois par semaine. J'allais dire, est-ce que ça t'a permis de faire ce renforcement musculaire, d'enlever par exemple 1-2 sessions de running ou de vélo ou de natation? Absolument. Le fait que... absolument. C'était une erreur. Alors moi, j'étais parti sur... grosso modo, je fais 10 à 15 heures d'entraînement par semaine. Donc 3 vélos, 3 natations, 3 running. Après, on a tous un sport ou 2 sports où on est plus à l'aise. Donc là, on peut peut-être en faire moins et faire plus sur le sport. On est moins à l'aise pour si on souhaite progresser. Et puis aujourd'hui, oui, je fais un peu moins de running. Et puis à la place, je fais du renfort musculaire, absolument. Moi, je vois vraiment le renforcement musculaire encore plus dans une pratique de performance, ce qui concerne peut-être pas les personnes qui nous écoutent, mais même dans une performance de santé, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours. Moi, je vois vraiment le renforcement musculaire comme le liant un peu de toutes les activités qu'on veut faire, que ce soit des loisirs sportifs poussés ou moins poussés, ou simplement faire ses tâches quotidiennes avec moins de difficultés. Je trouve que ce renforcement, c'est le liant, quoi. Et on gagnerait à en faire plus. Et alors c'est un des apprentissages que j'ai pu faire depuis 2 ans
2 ans et demi, ouais, où je m'entraîne de manière, on va dire, intensive. J'ai tardé à faire ce renforcement musculaire et depuis que je le fais, je me sens beaucoup mieux. En mobilité, je suis beaucoup mieux. Et dans le quotidien, dans les tâches du quotidien, dans le job au quotidien aussi, on sent la différence. Ouais. Ouais, bah, top. J'ai une autre question, elle n'est pas du tout sur mon fil rouge, mais est-ce que tu as une certaine crainte peut-être de développer aussi cette maladie du fait que ton papa l'a eu? Oui, on m'a posé cette question d'ailleurs dans une conférence auprès des jeunes. On m'a posé cette question au lycée international français de l'ISM à Lausanne. Et oui, alors moi je suis prêt à recevoir un diagnostic et puis ou en tout cas à consulter. Si j'ai un problème au genou, je vais aller voir un médecin. Si j'ai un problème, c'est Birgitta Martensson qui nous avait expliqué ça. Si j'ai un problème de mémoire ou un trouble cognitif, on va voir un neurologue au centre de la mémoire. Et puis moi, je suis bien prévenu, vu que c'est un petit peu mon activité du quotidien. Donc, je saurais quoi faire pour ralentir les progrès de la maladie. Et les actes de prévention que j'ai cités avant. Que tu mets déjà en œuvre. Que je mets déjà en œuvre. Ouais. Après, bon, il y a des formes héréditaires, des formes génétiques, où là, on n'a pas trop le choix. On ne peut pas trop jouer sur les facteurs environnementaux, le mode de vie, tu citais tout à l'heure. Mais en tout cas, je saurai quoi faire et j'espère que des auditeurs sauront aussi quoi faire, puisque le message, c'est de diffuser les moyens de prévention de cette maladie, parce qu'ils existent. Ouais, je dis, il y a toujours, on peut mettre un maximum de chances de son côté, et après, il y a une part, on ne contrôle pas, une part c'est l'hérédité, c'est le pas de chance ou des choses comme ça, mais il y a quand même une part, je pense qu'on a beaucoup plus d'influence que ce qu'on pense. Et puis quand on parlait de prévention, tu disais qu'on peut diminuer le risque de 40% environ de développer la maladie, et c'est beaucoup. Donc, c'est beaucoup et les bienfaits de suivre ces moyens de prévention, on retrouve les maladies chroniques. C'est ça, c'est toutes les maladies. On met des chances sur beaucoup de choses de notre côté. Absolument, c'est ça, absolument. Ouais. Et puis c'est un bien fou, c'est aussi un mode de vie qui fait qu'on est plus en phase avec ce qu'on est. Le corps qui a besoin justement de se nourrir de ces 5 moyens ou ces activités, ce mode de vie qui permet au corps de se sentir mieux. Ah, ça me parle beaucoup de tout ton discours. C'est pas le but de parler de moi, mais j'ai aussi une relation où j'ai perdu mon papa aussi il y a 4 ans, pas pour les mêmes raisons, subitement et tout. Donc ce projet, rien que Hope Santé, me porte aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai réfléchi avec lui. Et du coup, moi, ça me porte d'aller de l'avant, de faire grandir et de toucher, d'impacter la vie d'un maximum de personnes. Et après, ça me touche aussi quand, c'est clair, en termes de prévention, j'ai aussi mon grand-papa et mon papa qui ont eu des choses plus ou moins proches, on va dire, pas similaires, mais proches. Et du coup, c'est vrai qu'on dit, on met plein de chances de son côté. Et après, on ne peut pas penser tout le temps à dire, ouais, si j'ai ça, parce que on ne vit plus, quoi. Enfin, en tout cas, je pense que c'est aussi pour toi, tu as l'air de vivre à fond ton projet, tu as beaucoup d'énergie et tout, donc c'est plaisant à voir, quoi. Voilà, c'était une petite anecdote comme ça entre nous. Donc, ensuite, quels sont les bienfaits? On a parlé tout plus de termes de prévention. Quels sont les bienfaits aussi pour une personne qu'on a diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer, peut-être au tout départ? Qu'est-ce qu'elle peut mettre en œuvre pour peut-être bénéficier aussi de tous les bienfaits du mouvement à ce moment-là? Ou même plus tard, après. Alors, l'activité physique, c'est un moyen de prévention et c'est surtout une prise en soin. C'est un moyen de réduire le déclin cognitif. Donc, le fait de bouger, de marcher, de pratiquer une activité physique qui correspond aussi à un plaisir, parce que ça doit être aussi un plaisir, permet de réduire de 30% le déclin cognitif. Donc, c'est un médicament naturel, j'ai envie de dire. Et dans cette enquête qu'on mène pour le film documentaire, on a pu tourner des scènes hyper intéressantes et hyper intéressantes. On a filmé des activités de boxe dans des EMS ou dans des centres d'accueil, dans des centres de vie adaptés à des personnes qui vivent avec cette maladie. Eh bien, la boxe, je crois qu'il y a une étude canadienne qui a prouvé que la boxe était le sport qui aidait le mieux à réduire le déclin cognitif des personnes atteintes d'Alzheimer ou maladies similaires. Ça m'intéresse parce que la boxe, en fait, il y a une mobilité des bras, des jambes, une coordination des bras, des jambes, du regard, de la tête. Et en fait, cette étude a prouvé que c'était le sport qui permettait le mieux d'activer des zones cognitives du cerveau. Et je crois que le Canada est allé plus loin, je dois le vérifier. Je crois qu'il donne d'ailleurs des licences
au système de santé médicale, ils offrent des licences de boxe à des personnes atteintes d'Alzheimer pour réduire leur déclin cognitif. Donc, ce n'est pas une boîte de médicaments, mais c'est une licence sportive pour la salle de sport et taper dans le sac, entre guillemets. Il y a la boxe thérapeutique. Après, c'est peut-être arbitraire de dire c'est la boxe finalement, que c'est ça. C'est juste que ça implique, à mon avis, comme tu as dit, plusieurs mécanismes, notamment aussi le fait de stimuler cognitivement. On peut varier toutes les variations possibles avec les points, puis du coup ça stimule en double tâche, ça va être beaucoup de choses qui ont un impact sur le cognitif, quoi. Ouais. C'est important. Absolument. Vous nous appelez si on s'était connus avant, vous seriez venu voir dans les EMS, quoi. Nos interventions. On fait aussi pas mal de boxe aussi. Avec plaisir, pourquoi pas l'organiser. On continue de tourner jusqu'à la fin de l'année, donc le projet il est en cours. Et on a pu aussi tourner des ateliers ping-pong au centre de jour à France Alzheimer à Nice le mois dernier. Et puis des activités et des ateliers qu'on a pu tourner au centre Relais-Vessy à Genève, un centre de jour pour les personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Et tous ces ateliers activités physiques aident les patients, aident les personnes atteintes de cette maladie à réduire l'avancée de la maladie. Donc c'est une méthode, c'est une solution pour soigner cette maladie. Ouais, puis il n'y a aucune autre pilule qui a autant d'impact sur, je dis pilule, mais médicaments naturels comme l'activité physique, qui a autant d'impact sur autant de maladies chroniques différentes. Donc c'est chronique ou même pas chronique, mais ça a vraiment un impact. Et les chiffres, quand on reprend les chiffres de l'OMS, je crois que c'était une demi-heure par jour, 5 jours par semaine, quelque chose comme ça. Ouais, moi je l'ignorerais, mais vas-y. Une demi-heure par jour, 5 fois par semaine, à faible intensité, suffisait pour noter des changements importants dans la santé en général. Avec une activité physique modérée. Même j'avais cet échange avec un professeur François Carré, qu'on a eu dans le podcast aussi. Et c'est vrai que lui, il dit c'est tous les jours. En fait, qu'on devrait avoir ce mouvement. Il disait, il prenait l'analogie de se brosser les dents. On se brossait les dents tous les jours pour prendre soin de ses dents. Et on ne pouvait pas se laver les dents, 2 heures, 3 heures le week-end et puis pas le reste du temps de la semaine. Donc il prenait cette analogie. Et c'est vrai que c'est parlant. Mais après, on parle de mouvement modéré. Donc c'est vraiment une marche un tout petit peu plus rapide. Et déjà ça a un impact sur la santé. Après, à mon avis, on peut aller encore plus loin avec des séances de renforcement ou du renforcement pour soi. Et là, le fait de créer du muscle, à mon avis, ça a un impact. Enfin, c'est pas à mon avis, ça a un impact vraiment important. Et on ne parle pas d'esthétique, on parle de santé. Et dans le corps, ça a vraiment un rôle. Donc, il y a pas mal de choses. Mais c'est vrai que la première étape, c'est déjà de se mettre en mouvement, de réduire tous ces temps de sédentarité. Et puis après, on a déjà des impacts sur sa santé, quoi. Et sur des impacts sur sa santé avec des choses qu'on ne voit pas forcément à l'instant T, mais que peut-être que ça, dans 10 ans, 15 ans, peut-être ça pourrait enlever certaines choses. Mais c'est ça qui est le paradoxe aussi de la prévention, c'est qu'en fait on intervient sur des choses qui ne se voient pas. Et du coup... qui se voient pas rapidement, mais parfois... Non, mais on a des effets en soi, mais dans le sens on ne peut pas... on ne sait pas que si ce qu'on a fait ce jour-là aura, par exemple, participé à que je ne sois pas atteint de la maladie d'Alzheimer. Et ça, on ne peut pas le voir. Et puis, du coup, c'est un peu ça. Mais par contre, ça a des impacts sur soi dès le moment où on le fait. Moi, je trouve même déjà pendant. Et puis, juste après, en général, faut essayer les personnes qui ne sont pas forcément en mouvement, de se mettre un peu en mouvement un peu plus. On gagne en énergie, en plaisir général, j'ai envie de dire. Deux, trois séances, on note les bienfaits physiques et puis dans la tête, on se sent beaucoup mieux. Et après 2-3 séances, il suffit de donner 2-3 séances pour voir des bienfaits dans le quotidien, physiquement et moralement. Et c'est la magie, de cette pratique qu'est le sport. Le sport représente beaucoup de choses, l'activité physique représente beaucoup de choses. On peut le nommer différemment, c'est en plus un langage universel, on est dans le contexte des JO en plus actuellement, donc on en parle beaucoup. Et puis nous, oui, ce moyen, ce vecteur de message, de parler d'une maladie via le sport, c'est... moi j'ai le privilège de pouvoir courir pour la mémoire, j'ai ce privilège d'être en santé, de pouvoir bouger pour apporter le zoom sur cette maladie. Et on voit dans nos courses, on voit dans nos rencontres
dans le tournage du documentaire que ça fait écho avec beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de monde. Tu as toujours été très sportif ou bien c'est plus ces derniers temps? Tu as quel âge en fait pour... J'ai 46 ans. Ouais. Alors jeune, j'ai fait beaucoup de sport. Ouais, j'ai fait beaucoup de sport. Ensuite, j'ai une carrière. Donc moi, j'ai changé de métier. J'étais ingénieur. Donc je travaillais dans les énergies solaires. J'étais directeur de recherche dans l'industrie. Donc j'ai beaucoup voyagé en mode expat. Donc pendant 10-15 ans, j'avais un mode de vie qui était pas au top, je dirais. Mais j'avais toujours une paire de baskets. Voilà. J'avais toujours une paire de baskets. Soit toujours été la course ou bien même avant c'était d'autres sports? C'était souvent la course. J'ai commencé avec la natation. C'était mon papa qui m'avait inscrit au club de natation parce que j'avais des problèmes de dos. La natation, ça aide vraiment à bien structurer la colonne vertébrale. C'était un problème de scoliose. Et mon papa m'avait inscrit à la natation. Et puis la natation, enfin moi j'adore nager. Nager, ça lave de tous les maux. Ce philosophe grec qui avait évoqué son plaisir de nager tous les jours. Et moi, en fait, je nage quasiment tous les jours parce que j'ai la chance d'avoir une piscine à côté de chez moi. Alors c'est la nage cool, détente. Il y a l'effet massage de l'eau. Et bon, après la natation. C'est pas stressant pour les articulations, c'est un des sports peut-être le plus sain parce qu'on flotte quelque part, donc il y a moins de stress sur. On enlève la gravité. Donc, on enlève la gravité, absolument. Et donc j'ai toujours fait du sport, j'avais toujours une paire de baskets, même dans les moments où j'étais très, très focus dans mon activité professionnelle précédente. Et à chaque coup de blues ou coup de fatigue, on évoquait le sujet tout à l'heure, ou fatigue morale, 20 minutes, une demi-heure minimum, ça faisait le job pour se sentir mieux, quoi. Donc le sport est devenu logiquement le moyen pour porter ce projet, cette association, qui pouvait être porté par un autre langage universel, comme la musique, c'en est un beau. Et donc on a pris le sport. Il est venu naturellement, ce projet est venu naturellement, en pleine activité physique. J'ai brainstormé la demande de mon papa, et puis le fait de viser un sport pluridisciplinaire qui est composé de 3 pratiques, avec le renfort effectivement musculaire, eh bien c'est aussi un moyen de parler, de toucher le grand public. Parce qu'en fait, le corps médical, c'est ce que nous expliquent certains thérapeutes qui font partie à qui on a pu interviewer dans le cadre du documentaire. Ils nous disent le tissu associatif peine à faire passer le message, le corps médical peine à faire passer le message. Il y a comme un stigma, il y a comme un trauma dans la société autour des maladies de la démence. Déjà, la démence en français, il y a un caractère un peu psychiatrique aussi, du fait de l'histoire de cette maladie. Même si la maladie a été identifiée en 1906, elle est assez ancienne. Elle est très bien documentée. Alois Alzheimer, ce médecin allemand qui a découvert la maladie. Et c'est vrai que ces thérapeutes relève de ce documentaire, de ce projet associatif, une personne de la société civile qui a vécu la maladie dans le contexte familial en tant qu'aidant, on va tenter de sensibiliser, de toucher le grand public avec cette approche singulière. C'est vrai qu'en plus vous avez choisi la bonne année, du coup avec les JO, ça porte encore peut-être plus... Ouais, c'est une année du sport. C'est une belle synchro, qui à mon avis, c'est pas le fruit du hasard. Et le finish, en fait, on en fait 3 cette année, on fait 3 Ironman, c'est l'année un peu complexe. Donc on fait 3 Ironman en 4 mois, à peine 3 mois et demi. Et ça tombe à l'année du sport. Entre juin et octobre, on fait 3. Donc c'est pas forcément recommandé, donc c'est pas ce qu'il faudrait faire pour prévenir la maladie d'Alzheimer par exemple, mais c'est le moyen pour toucher le grand public. Et parfois, pour toucher le grand public, il faut faire des performances. Il faut viser une performance dans l'endurance et la faible intensité. Parce que quand je cours dans ces Ironman, je cours à ma vitesse endurance fondamentale. Donc je ne monte pas dans les tours. Mes coachs m'ont donné un plan d'entraînement qui est top, parce qu'en fait, je peux m'entraîner tous les jours. On ne vise jamais d'intensité. C'est toujours du footing chill. Pareil en vélo, c'est jamais de l'intensité. Natation, alors je crois que je n'ai jamais fait d'intensité en natation, parce que c'est tellement un plaisir d'être dans l'eau. Et le fait de s'entraîner à faible intensité,
on évite, enfin, on minimise la fatigue et surtout on minimise le risque de blessure. Donc du coup, on peut s'entraîner tous les jours. Ça a peu d'impact sur finalement. Enfin, c'est un impact positif, mais pas négatif. C'est vrai que des fois, quand la performance est souvent associée à des douleurs et qu'on ne s'écoute pas toujours. Et je suis bien placé pour parler, parce que j'ai fait pas mal de performances aussi dans le basket à l'époque. Donc effectivement, presque si on avait pas mal, c'était presque bizarre et pas normal. Alors que ça ne devrait pas l'être, quoi. Et surtout dans un message de santé, en plus de prévention et tout, on doit être plutôt dans le bien-être et puis le plaisir. Absolument. Et on a déjà un résultat du centre de la médecine du sport du CHUV. J'ai fait un premier test. En fait, quand je réfléchissais sur le projet, j'ai quand même pris 6 mois. Et pour dérisquer ce projet, qui était très ambitieux, eh bien, la première chose à faire, c'est d'aller voir un docteur, faire un check-up complet. Est-ce que j'ai l'habilité, enfin, il n'y a pas de contre-indication à courir 5 Ironman sur 12 mois. Et donc, j'ai pu faire ces premiers tests en 2022 à la médecine du sport au CHUV. Et depuis qu'on a lancé l'étude, on a refait des tests complémentaires au CHUV. Et c'est vrai que tu me poses la question sur mon âge, donc j'ai 46 ans, mais mon âge biologique est en train de baisser. Donc déjà, j'avais un âge biologique qui était à moins 4 ans, j'avais 4 ans de moins. Et là, je suis passé à moins 12 ans. Donc les bienfaits de l'exercice au quotidien, à faible intensité, voilà, on voit le résultat qui est matérialisé avec ces tests. Et puis tu sais comment ils le mesurent? Sur quels paramètres? Alors, il y a tout un tas de paramètres. On a fait donc des tests sur vélo, donc de VO2 max, et puis des tests physiologiques, et recoupés avec des prises de sang, avec des tests cardiaques, et puis avec une batterie. C'était quand même un test dans le design, il y a beaucoup de tests. Puis du coup, il faut un calcul par rapport à... Et ils font un calcul par rapport à ça, et cet âge biologique ou physique est ressorti effectivement de ces premiers Ça t'a rajeuni. tests. Ça m'a rajeuni, ouais. Donc je continue de rajeunir. Donc, tu vas finir adolescent. C'est ça. Je vais repartir à l'école peut-être. C'est ça. Tu vas déjà à l'école faire les conférences. Peut-être. Ouais, c'est ça. Et puis, comment tu vois l'avenir de la recherche au sujet de la maladie d'Alzheimer? L'avenir de la recherche, elle n'a jamais autant progressé, donc on n'a jamais autant compris sur les mécanismes de la maladie. Dr Lara Fazio nous a expliqué aussi au HUG, elle nous a beaucoup parlé des solutions, mais aussi elle nous a parlé de l'état de la maladie. Et eh bien, je prends l'exemple de la Suède. On va interviewer à l'université Göteborg les chercheurs qui ont découvert des biomarqueurs sanguins qui indiquent la présence de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on fait une ponction lombaire qui est quand même douloureuse et quand même pas évident. On fait des IRM aussi qui sont voilà, c'est des tests qui sont assez lourds. Une prise de sang avec des biomarqueurs qui indiquent la présence de la maladie avant les premiers symptômes, c'est une révolution entre guillemets, et on va pouvoir amener la caméra et interviewer ces chercheurs. Donc la recherche avance, c'est un des exemples, c'est une révolution avec ces indicateurs sanguins, ces biomarqueurs sanguins, et les mécanismes de compréhension du déclenchement de la maladie, bien ça avance. On a une publication, je crois, tous les jours sur cette maladie, des différents centres de recherche partout dans le monde. Donc il n'y a jamais eu autant de connaissances sur la compréhension de la maladie. Donc on est en mesure de pouvoir parler d'espoir dans peut-être 5 ans, 10 ans. Il y a déjà des premiers traitements médicamenteux qui sont en cours de validation par les autorités sanitaires aux US et puis en Europe. Donc il y a des premiers médicaments qui arrivent, peut-être qui agissent plus sur la conséquence que sur la cause, mais c'est un indicateur du fait que la recherche progresse bien. Ah, top. Et on fera un zoom particulier sur cet aspect dans le film documentaire. Ouais. Tout le monde aura envie d'aller le voir. Avec grand plaisir. Et alors, le documentaire, c'est pour le grand public. Donc le but du jeu, c'est de le diffuser le plus. Vous le mettrez sur YouTube ou bien après, ou ce sera différent? Alors, sur votre site on est... alors aujourd'hui, c'est l'association qui est producteur du documentaire, et on vise tout de même les grandes chaînes de TV. Donc on discute... À une autre échelle que YouTube alors. Alors, si on vise le grand public, donc on va viser les télés publiques. On discute avec la RTS par exemple sur une diffusion sur une des émissions, une des thématiques, parce que finalement on rentre dans la thématique sport, santé, on rentre dans la thématique culturelle, mais en tout cas la diffusion du documentaire, idéalement, c'est les télés publiques des pays qui nous ont accueillis
pour courir. Donc la France, l'Espagne, le Portugal, la Suède et la Suisse. Et des plateformes peut-être de diffusion aussi, des discussions qui seront à venir en fin d'année. Et puis YouTube en fait aussi partie, donc le plus largement possible pour diffuser le message, parce que c'est la mission principale du projet. Et comment le public il peut vous soutenir, enfin soutenir le projet? Alors le public peut nous soutenir comme le public peut être ambassadeur du projet, relayer ces capsules vidéo. Aujourd'hui on a mis plein de capsules vidéo comme un avant-goût, un aperçu du résultat final. Donc le public peut être ambassadeur et diffuser ces messages qui sont liés au sport, à la prévention ou à la maladie. Et puis le public aussi peut participer en nous accompagnant, en nous aidant. On va démarrer une campagne de financement participatif pour le film documentaire et ça sera en ligne le mois prochain, au mois d'août. Donc le public pourra participer, avoir son nom dans le générique du film, parce que c'est un film que l'association souhaite effectivement que l'association filme, tourne, produit et qu'on délivre avec la plus grande audience possible, avec le plus d'ambassadeurs possible, j'ai envie de dire, ce film documentaire l'an prochain. Top. Et 5 Ironman, et après? Et après, alors il y a pas mal d'idées, on a quelques idées. On va prolonger toujours la dimension santé et sport, clairement. Donc on est en plein dans le build. Et j'aurai, j'espère, l'occasion de revenir présenter nos prochains jalons. Il y aura du sport, il y aura du documentaire et puis il y aura de la santé. Et d'autres performances pour toi ou... Je crois, oui. On a quelques idées en tête pour 2025. Je crois que ça va tourner autour des sports que j'aime beaucoup. J'ai évoqué la natation, j'ai évoqué le running. Le vélo, je commence à aimer. Donc ça va tourner autour de ces 3 sports l'an prochain. Top. Et est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais passer aux personnes qui nous écoutent? Le dernier message, c'est un message d'espoir. C'est le fil conducteur de notre documentaire, de notre assos. Donc garder espoir pour les aidants, ceux qui traversent des moments difficiles. C'est solliciter les associations locales, Alzheimer Vaud, Alzheimer Fribourg, Alzheimer Genève. Ils font un super boulot pour les patients et pour les aidants. Donc ça, c'est le premier message que je souhaite passer. Allez contacter vos associations locales qui font un super boulot. Engagez-vous, si vous le souhaitez, en tant que bénévole volontaire. Donnez un peu de votre temps pour les aidants ou même pour les patients. Donc il y a un appel aussi au volontariat auprès de ces associations qui sont partenaires de notre projet. Et puis l'activité physique. Voilà, c'est le médicament le moins coûteux et le plus accessible. Et ça, je le recommande à tous. Super. Où est-ce qu'on peut retrouver des informations sur ce projet ou te suivre dans tes aventures? On a le site, donc 5ironmanbeatalzheimer.com, que je porte ici sur le follow. On mettra dans la description. Donc c'est là où on met tous les clips vidéo, l'agenda des courses, l'agenda des conférences également. On a une vingtaine, on a la chance d'être invité à une vingtaine de conférences entre fin d'année et début d'année prochaine. Et puis on a un compte Instagram qui porte le même nom et un compte Facebook également. Ok, on mettra tout ça dans la description. Super. En tout cas, je vous encourage à aller découvrir ce projet, ce magnifique projet, et pour la bonne cause. Donc, il ne me reste plus qu'à te remercier pour cet épisode. C'était un vrai plaisir, en tout cas, de partager avec toi ce moment. Et puis, allez soutenir aussi le podcast, le Hopcast, que vous pouvez retrouver aussi sur toutes les différentes plateformes. Ça nous donne de la force et ça nous encourage encore à partager toujours et encore. Merci Thomas. Bien. Merci pour les encouragements et l'invitation. Top. À bientôt. À bientôt.